Dans ce nouveau tuto, je vais vous expliquer comment lire une carte sur un écran d'ordinateur pour préparer une sortie tout-terrain en moto. Et puis, on ira dans la vraie vie, dans la campagne, sur le terrain, pour comparer la réalité aux données cartographiques. Quand j'ai commencé le tout-terrain, voici bientôt 1 an, je me demandais bien où j'allais rouler. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais plein de chemins autour de moi. Mais lesquels utiliser avec mes compétences modestes ont été. Parce que s'engager sur un chemin au hasard peut très vite devenir catastrophique. Des cartes, il en existe de toutes sortes, sur papier et maintenant numérique. Des cartes routières, aux cartes topographiques, cadastrales, géologiques. Alors finalement, qu'est-ce qu'une carte? Eh bien, une carte est une représentation de données spatiales sur un support réduit. Donc, l'échelle est primordiale pour comprendre ce que l'on voit. Sur les cartes IGN de randonnée, au 1/25 millième, 1 cm sur la carte représente 250 mètres. La première donnée qui nous intéresse sur une carte, c'est la voirie, c'est-à-dire les routes, les chemins ruraux, pistes et sentiers existants. Prenons tout de suite un exemple. Je voudrais aller du point A au point B par les chemins. OpenStreetMap me propose différents types de chemins, voire des sentiers, en passant par une zone agricole, puis par la forêt, et ce chemin s'arrête ici, je ne peux pas rejoindre le point B d'après OpenStreetMap. Voici maintenant la représentation de ce que me propose OpenStreetMap que je vais poser sur la représentation IGN. Avec IGN, je vois plus d'informations. Premièrement, le point B s'appelle le Croix de la Charpennes. Le bois traversé, c'est le bois de la Grande Rivoire. On se rend compte qu'il y a un ruisseau ou un cours d'eau ici qu'il va falloir traverser. Et donc, on a un chemin différent. Vous voyez qu'on passe d'un chemin carrossable jusqu'à une construction. Ensuite, on a un chemin rural qui continue, qui traverse la forêt, là au beau milieu de la forêt. Et arrivé ici, c'est effectivement un peu moins clair. On est en pointillé, mais le chemin a l'air de se poursuivre et on peut reprendre un chemin pour arriver à la Croix Charpennes. Quand un chemin est visible sur un fond de carte et pas une autre, il se peut que ce chemin n'existe pas ou n'existe plus vraiment. Il faudra donc vérifier sur le terrain. La deuxième donnée qui nous intéresse, c'est le relief. Et suivant ses propres compétences en tout terrain, le relief va très vite déterminer les chemins que l'on souhaite emprunter. En effet, les cartes proposent ce que l'on appelle la topographie des lieux, c'est-à-dire l'altitude de n'importe quel point sur la carte, ce qui permet de comprendre le relief. Et pour visualiser le relief, on utilise les courbes de niveau. Ici, en bas sur la carte de l'île, ce sont les cercles oranges. Une courbe de niveau est une ligne imaginaire qui relie tous les points de même altitude et le 0 mètre représente le niveau de la mer. Plus les courbes de niveau sont rapprochées, comme ici à gauche de l'île, plus le terrain est pentu et la pente sera raide. Au contraire, plus elles seront espacées, plus la pente sera douce et donc propice à la circulation. Autrement dit, plus il y a de la pente, moins il y a de candidats pour les franchir, surtout quand c'est gras. Reprenons notre exemple. Les courbes de niveau ont été ici accentuées. Les courbes des centaines et des cinquantaines sont toujours plus grosses que les autres pour compter facilement le dénivelé. De plus, les chiffres sur les courbes sont positionnés vers l'amont. Donc, quand on lit la courbe de 600 mètres, la suivante est au-dessus du chiffre 600 et donc on découvre la courbe 610, 620, 630, 640 et la plus haute 650. Regardez bien la courbe 620 ici en bleu. Elle forme des méandres et elle est bien espacée par rapport aux suivantes. Le terrain est donc plat. Reprenons l'exemple du point A au point B. Le premier tronçon
est quasiment plat. On coupe la courbe de niveau 620 à la construction et il nous faut, suivant l'échelle, il nous faut bien 400 mètres pour arriver à la courbe 610, soit un dénivelé de 10 mètres sur 400 mètres. C'est une pente très douce. Dans le deuxième tronçon, on circule entre deux courbes de niveau et donc ce passage sera relativement plat, voire une légère descente puisqu'on va quitter 610 et on va descendre au fond du Thalweg, là où passe le fameux ruisseau. Ensuite, le sentier coupe les courbes de niveau perpendiculairement. On franchit la courbe 610 et 620 assez rapidement. C'est donc une montée. Il faudra mettre du gaz et ensuite on va traverser la forêt tranquillement entre deux courbes de niveau. Mais allons vérifier tout cela sur le terrain. Notre chemin est à gauche, clignotant. Voilà, c'est un chemin carrossable, effectivement. On y voit au loin la construction, donc nous sommes dans le bon environnement. Voilà, chemin carrossable, entretenu, certainement par les agriculteurs du coin, qui effectivement s'occupent de leur sentier. Et donc nous voyons au loin la forêt. Le terrain est extrêmement plat. On passe tranquillement d'une courbe de niveau à une autre. Là, on va une petite descente. Effectivement, on descend de 10 mètres sur ces 300 mètres. En face de nous, voici le chemin plutôt entièreté. On se rend compte que c'est un chemin un peu différent, effectivement. Il est plus glissant, plus caillouteux, plus délicat. Il a plu toute la matinée. Donc le chemin est particulièrement gras, on va essayer de ne pas tomber. Et alors que on était une balade entre deux courbes de niveau qui nous disait qu'on allait descendre, qu'on allait tranquillement se balader entre deux courbes de niveau, eh bien on sent qu'il y a quand même une descente. Et on descend, on a quitté la partie, les pâturages et les zones cultivées pour arriver en forêt. Et voici notre petit ruisseau. Et derrière le ruisseau, on va attaquer la pente. Et Frédéric me dirait le regard et le gaz. Alors on va y aller. Le regard et le gaz. Pas trop quand même. C'est boueux, c'est caillouteux, ça tape. Ça glisse. Wouhou! On glisse. En plus, c'est de la boue de partout. Et nous voici arrivés dans cette partie forestière qui ne l'est plus, comme vous pouvez le constater. L'exploitation forestière a transformé le paysage et nous sommes maintenant à la lisière de la forêt alors que, suivant les cartes, on était à l'intérieur. Nous voici arrivés à la côte 617, la patte d'oie. D'après OpenStreetMap, le chemin s'arrête. D'après IGN, le chemin continue. On va effectivement vérifier ça. Eh bien, le chemin continue, et il est pas mal. Glissant, bien sûr, il a plu, je vous le rappelle. Eh bien, ça passe bien. Ça passe très bien même. C'est très sympathique ce chemin. Et nous voilà de nouveau sortis. Voilà un chemin inattendu qui finalement nous amène effectivement sur la route. Prenons maintenant un autre exemple sur un terrain un peu plus escarpé. En effet, au début, on prend confiance sur les terrains plats, mais ensuite on s'amuse bien mieux sur des terrains en pente. Ici, j'ai repéré un chemin rural avec un dénivelé conséquent entre le point C et D. En effet, on démarre juste au-dessus de la voie ferrée au point C,
Ensuite, on va rencontrer le talus que le chemin va franchir en longeant la forêt et on arrive sur le plateau dans les pâturages jusqu'au point D. Grâce à la carte topographique, je peux calculer la pente pour évaluer si je peux tenter cette montée. Et après, sur le terrain, avec un peu d'ambition, et si le chemin est praticable, ça devrait le faire. Pour le calcul de la pente, on prend la formule suivante. 100 multiplié par hauteur divisé par distance horizontale. Grâce à l'échelle, 2 cm égale 100 mètres, les 14 cm mesurés sur la carte pour aller du point D au point le plus bas de la pente représentent 700 mètres. C'est la distance horizontale. J'obtiens la hauteur ou dénivelé grâce à la différence entre les courbes de niveau 450 et 580 mètres, soit 130 mètres. La pente est égale à 100 multiplié par 130 mètres divisé par 700 mètres, 18,57%. 19%, c'est déjà une pente significative, surtout sur 700 mètres. Il va falloir faire un effort substantiel pour franchir cette montée en espérant pas trop de cailloux. Qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Alors c'est parti, en léger accéléré. Le chemin épouse d'abord les courbes de niveau au début, et puis, passé le talweg, également avec de l'eau, la pente augmente petit à petit. Et on aborde la montée du talus que l'on voit bien ici, même avec un objectif grand angle. Le chemin ensuite entre dans la forêt. C'est un chemin carrossable, rural, certainement emprunté par des tracteurs. On remarque des rigoles en ciment qui attestent de la pente, mais ce chemin est en bon état malgré beaucoup de cailloux. Le chemin se poursuit à la lisière de la forêt et finalement on va arriver sur le plateau, toujours avec une belle pente, en rejoignant les pâturages. La pente est toujours forte juste avant d'arriver à la route. Nous avons fait 130 mètres de dénivelé en 700 mètres de distance, soit une pente de 19%. Les chemins évoluent avec le temps et ce n'est pas parce qu'il est visible sur une carte qu'il est utilisable. L'exploitation forestière, les glissements de terrain, les arbres qui tombent, la non-utilisation peuvent faire disparaître instantanément ou bien en quelques années un sentier cartographié. Seule une reconnaissance effective sur le terrain permettra de valider la trace et, si ce n'est pas possible, il faudra parcourir la trace avec grande humilité. De plus, on ne peut pas savoir si les chemins sont autorisés à la circulation ou simplement interdits. En fait, il y a beaucoup d'avantages à faire son parcours soi-même parce que les chemins que vous allez sélectionner dépendent d'un grand nombre de facteurs. D'abord, ce sont vos compétences en trail. Et pour commencer, on choisira des sentiers carrossables plutôt plats, où il est facile de rouler et faire demi-tour. Au fur et à mesure de vos progrès, vos traces vont évoluer pour les rendre plus ludiques avec des chemins plus difficiles. La météo peut également transformer votre parcours en un bourbier sans nom infranchissable. Votre destination influence votre tracé et les endroits où vous voulez rouler. Faire une boucle ou bien un parcours d'un point à un autre, une trace de 60 km ou alors 250, mais il faudra avoir la forme physique, la résistance et l'attention suffisante pour passer toute la journée debout sur la moto. Maintenant, c'est à vous. À bientôt.